quand le monde s'effondre. Le monde brise tout le monde. Et ensuite, beaucoup sont forts dans les endroits brisés. Je sortais avec mon père. Il était parfois présent, parfois absent. Il est vraiment parti quand j'ai eu 4 ans, mais il réapparaissait de temps en temps et m'emmenait faire un tour dans sa voiture à Strapontin. Nous roulions vers l'aéroport de Newark, autrefois Shantytown. Il y avait des hectares parsemés de tentes et on voyait des petits feux de joie, ici et là. Il y avait des hommes qui avaient dû quitter leur maison car ils ne pouvaient plus subvenir aux besoins de leur famille. Ce n'étaient pas en soi des vagabonds, parce qu'ils vivaient là, mais juste des gens qui n'avaient pas d'argent. Et ils en avaient tellement honte. C'était la dépression, s'il faut le décrire autrement. Chapitre 1. À l'écoute des ombres. Les temps étaient si durs pour tout le monde, et nous ne faisions pas exception à la règle. Je me souviens d'un jour, ma mère a dit à mon père, il était chauffeur de taxi, « Il n'y a plus de lait sur la table. Pourquoi ne sors-tu pas faire quelques courses pour amener un peu d'argent ?» Il lui a répondu, « Personne ne monte dans les taxis de nos jours. Ils n'en ont pas les moyens. » Elle a ajouté, « Sors et va braquer une banque. » Mon père est sorti, une demi-heure plus tard. Il est revenu et a jeté une pièce sur la table en disant, « Tiens, achète du lait. » Puis il s'est mis à pleurer. Ma mère s'est assise, elle l'a regardé. Une autre fois qu'elle le regardait fumer un cigare, elle lui a dit, « Qui crois-tu être avec ce cigare? Rockefeller ?» Elle s'est approchée et a coupé son cigare. Depuis lors, mon père s'est mis à fumer la pipe. Toute comédie naît d'une tragédie. C'est un choc social. C'est quelque chose d'horrible pour des gens de se voir soudainement tout retirer. Mais c'est à ce moment-là que la créativité humaine se développe. On y est contraint, car on se doit de faire quelque chose. Il faut bien qu'on mange. Alors, par où commencer? Ils avaient l'habitude de dire que mon père ne pouvait pas travailler. On appelait ça les lignes de stock. Pour tout le monde, c'était la même rengaine. Il ne peut pas travailler. Il n'y a plus à manger à la maison. Nous n'arrivons pas à payer le loyer. Ou le propriétaire va nous déposséder. Puis il y a eu la Grande Dépression et les gens s'en moquaient. C'est parti de cette période. New York, octobre 1929. Tout est calme et paisible dans cette grande métropole quand soudainement Wall Street s'effondre.
Mais cela n'a pas découragé les courtiers qui savaient que la prospérité se trouvait juste au coin de la rue. Certains préféraient le pain blanc, d'autres le pain complet, et d'autres encore le seigle. Les oiseaux n'avaient guère le choix. J'étais un orphelin, je n'avais pas de foyer. Je faisais donc partie de ces enfants qui grandissent dans une pauvreté extrême. Je n'étais voué à aucun avenir. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. En juin 1929, j'ai commencé à faire de l'autostop à travers le pays pour voir où cela me conduirait. J'ai remonté la côte en stop jusqu'à Walla Walla, à Washington. Ensuite, j'ai voulu traverser les Rocheuses, mais en autostop, c'était difficile. Alors, je me suis mis à vagabonder sur les chemins de fer. J'ai traversé le pays à bord de trains de marchandises sans jamais m'arrêter. Je n'avais pas d'argent sur moi, tout juste 5 $. Chaque fois qu'on me proposait un travail, je l'acceptais, que je sache le faire ou non. 2 $ par jour pour effectuer ce travail. Tout ce que j'ai à faire, c'est monter et descendre, allumer et éteindre la lumière. C'est votre emploi régulier? Non, je ne crois pas aux emplois réguliers. Je fais ça pour un ami, je le remplace quand il est de repos. Et donc tout ce que vous avez à faire, c'est aller et venir ici. C'est tout. Ça vous ennuie si je marche avec vous? Pas du tout, c'est un pays libre. Quand je suis arrivé à New York, je dormais dans le gymnase du YMCA à Brooklyn. Il y avait un poste vacant de dactylographe. J'étais à Wall Street et je travaillais tous les jours en août et en juillet. Puis le mois d'octobre est arrivé et ce fut un grand tournant dans ma vie. Le 29 octobre 1929, la Grande Dépression a commencé. On n'arrivait pas à suivre le rythme auquel les marchés chutaient, auquel les prix changeaient. Vous ne pouviez pas vendre vos actions, quand même bien vous le vouliez, car vous saviez qu'elles allaient baisser. On ne pouvait pas faire passer le message, tout était bloqué. Tous les employés de la National City Bank de New York, où je travaillais, pleuraient parce qu'ils avaient investi toutes leurs économies à Wall Street. Où que l'on regarde, hommes et femmes se demandaient ce qui allait advenir d'eux. Moi aussi, je me posais la même question. Mais comme elle était inhérente à mon existence depuis ma naissance, j'étais avantagé par rapport aux autres. Faire face aux difficultés économiques modernes requérait autant de courage et d'esprit d'entreprise que ceux dont faisaient preuve les hommes et les femmes à l'époque des chariots couverts. Je suis né à Brooklyn, à New York, sur la table d'une pension. Mon père était originaire de Glasgow, en Écosse. Il a participé à la Première Guerre mondiale et est devenu comédien. J'ai grandi dans le burlesque. À l'époque, les gens cherchaient des motifs pour se réjouir. Mais il n'y avait pas matière à rire. Alors ils se sont réunis et se sont dit « Montons un spectacle burlesque avec des gags, un groupe de danse. » Ma mère m'a amené en Californie dans une voiture délabrée. Elle m'a dit « J'ai le sentiment que mon fils va devenir quelqu'un. » Alors on a voyagé. Il n'y avait pas de motel ni rien. On dormait sur des matelas sales. Ce n'était pas facile. Il n'y avait ni route, ni carte. Je demandais « Quel est le chemin vers la Californie ?» Elle répondait « Je crois que c'est par là. » C'était difficile pour ma mère. Je me souviens de ma naissance, et donc parfaitement de ma vie entière. Lorsque j'avais 19 ans, en allant prendre le bus de Greyhound, j'ai vu dans la vitrine du United Cigar Store un exemplaire du livre « Les raisins de la colère » de John Steinbeck. Je l'ai acheté, puis je suis monté dans le bus. J'ai traversé tout le Dust Bowl sur la route 66 en le lisant. Ce livre, c'était quelque chose. Steinbeck me parlait. Alors, quand j'ai écrit « Chronique martienne », j'ai emprunté les idées de mon recueil à « Les raisins de la colère ».
Je me souviens d'avoir essayé de réfléchir à la manière dont je pourrais ajouter des ailes à ma bicyclette afin d'obtenir un peu de portance lorsque je pédalais. Je construisais aussi des cockpits à l'aide de caisses d'orange, de canettes et d'autres trucs pour que ça ressemble à l'accélérateur. Je n'étais jamais monté dans un avion, mais je me l'imaginais en quelque sorte. À cette époque, on écoutait The Shadow et The Cracking Door. La télévision n'influençait pas notre imagination. Nous devions la stimuler nous-mêmes. Le plus surprenant en ces temps-là, une chose que nous ne reverrons plus jamais, c'est que les gens étaient héroïquement passifs. Ils prenaient la vie comme elle venait. Ils respectaient la loi autant que possible, sauf lorsqu'il s'agissait de nourrir leur famille. Dans ce cas, ils volaient ou faisaient tout ce qu'il fallait pour survivre. Chapitre 2, quoi qu'il en soit. Je me souviens avoir volé de la nourriture pour la ramener à la maison, d'avoir regardé derrière les étals du marché ou dans les poubelles à la recherche d'une tête de laitue dont il restait encore quelques bonnes feuilles. Nous faisions tout cela pour survivre. Puis mon père est parti et ma mère s'est remariée. Mon beau-père était de ceux qui estiment que l'homme doit travailler et la femme faire la cuisine. Cependant, il n'y avait pas de travail et cela a eu un impact sur lui. Il est devenu vicieux, souffrant de cette situation. Toute la famille, en fait, en a souffert à bien des égards. La Grande Dépression de 1930 n'était pas qu'une simple bulle sur les matières premières ou les prix. Si elle a été si profonde et a duré si longtemps, c'est parce qu'il y a eu une convergence de plusieurs choses. Certes, il y a eu la grande bulle sur les prix des actions dans les années 1920 due au crash boursier, mais nous en avons vu d'une ampleur comparable sans le grand chaos économique qui s'en est suivi. Quelque chose de plus et de plus profond s'est donc produit dans les années 1930. Et pour être honnête, les historiens économistes ne parviennent toujours pas à s'accorder sur ce qui s'est réellement passé. Je me souviens que lorsque les banques ont fermé en 1932, ma mère nous a appelés, mon frère et moi, nous jouions dans la cour, et elle a dit « J'ai de mauvaises nouvelles ». J'ai pensé que peut-être un parent proche était mort ou quelque chose comme ça. Et elle a dit « Les banques ont fermé, nous ne reverrons plus l'argent que nous avons à la banque, parce qu'on ne le récupérera probablement jamais. » Nous n'avions pas de sécurité sociale. Nous n'avions pas toutes ces choses que les gens ont aujourd'hui pour les guider dans les moments difficiles. On était donc totalement livrés à nous-mêmes. J'avais 11 ans en 1936 quand un tas de gens venant de l'Oklahoma est arrivé en Californie durant le Dust Bowl. En grandissant dans la région, comme certains de nos amis, nous aimions dire « Nous sommes pauvres, mais nous ne le savons pas. » Parce que tout le monde était pauvre. Les Hokies sont peut-être parvenus à force de détermination, mais si vous n'aviez pas d'argent ni de voiture, comment pouviez-vous vous lancer dans une telle entreprise? C'était trop dur. Toutefois, je connais une famille au Canada qui est très bien parvenue et qui m'a raconté comment elle avait entassé, je crois, 5 ou 6 enfants, la mère et le père, plus toutes leurs affaires de base dans la voiture avec des poils suspendus sur les côtés, comme le faisaient toujours les Hokies. Ils s'arrêtaient dans de petits endroits et, en fin de compte, un fils fut déposé à Regina, un autre à Saskatoon, un autre à Calgary. Chacun a essayé de faire son propre chemin dans différentes parties du Canada. Charles Dickens a écrit « C'est la meilleure des époques, c'est la pire des époques. » Croyez-moi, c'était la pire des époques. Les gens se baladaient dans les rues, affamés. Et du côté des riches très célèbres, inutile de parler de ce qui se passait, de ce qui leur arrivait. Mais en réalité, on avait tous l'impression que le pays était en train de s'effondrer. Nous avons perdu notre maison en 1933 et avons été jetés à la rue.
C'est certainement l'un des moments les plus terribles de ma vie. Mon père n'était pas un homme du monde. Quand tout le monde gagnait de l'argent à la bourse et disait « Joe, que fais-tu de ton argent ?» Il répondait « Je l'ai avec moi ». Il le cachait à la maison et il lui disait « Vous êtes fou, votre maison peut prendre feu, investissez-le ». Il ne savait pas. Alors il a investi en 1928. Il me semble qu'il a investi dans Electric Bond and Share et Anaconda Copper. Bien entendu, il a acheté sur marge, comme tout le monde. Tous pensaient que c'était la meilleure façon de procéder et les courtiers les y encourageaient. Quand tout s'est effondré, nous avons tout perdu. Et mon père n'a plus jamais été le même. Nous étions en plein déjeuner quand un homme qu'il connaissait, l'homme de la banque chargée des hypothèques, est entré et a dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Ma mère a répondu « Je ne citerai pas son nom, car il a encore de la famille à Wilkesboro. » Monsieur X, nous sommes en train de déjeuner. Souhaitez-vous vous asseoir et manger quelque chose? Il lui a dit « Vous ne pouvez pas déjeuner ici, ce n'est pas votre maison, c'est la mienne. » Mon père est parti et ma mère, qui est une femme très forte et très courageuse, a répondu « Mais, monsieur X, c'est notre maison, nous vivons ici, c'est notre maison. » Et lui d'ajouter « Écoutez, ce n'est pas votre maison. » Puis il a craché sur le tapis. Après ça, tout le monde s'est effondré. La famille s'est effondrée et on nous a expulsés de notre maison. On a sorti nos meubles. Tout a été sorti de la maison et jeté dans la rue. Une grande partie a disparu peu de temps après. Ma mère avait une sœur qui était mariée à un homme très honnête, un ancien socialiste qui ne croyait pas au marché boursier ou au fait de réaliser des profits sur le travail d'autrui. Il avait un petit magasin de meubles à West Pittston, en Pennsylvanie. Nous sommes allés vivre chez eux. Chapitre 3. Se raccrocher les uns aux autres. Je suis né durant la Grande Dépression, et lorsque vous n'avez aucun élément de comparaison et que tous vos voisins vivent la même chose, vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la crise par laquelle vous passez. Mais ce qui nous sauvait, et c'est le cas pour la plupart des gens qui vivaient à cette époque dans une région rurale ou semi-rurale, est que nous avions un très grand jardin, 2 fois plus grand que notre maison, dans lequel nous cultivions tout un tas de légumes. Nous vivions donc tout l'été du jardin et avions ainsi gratuitement à manger. Nous avions 25 poulets que nous élevions. Nous les tuions rarement, car nous n'avions pas beaucoup d'œufs. L'une de mes tâches consistait à ramasser quotidiennement tous les œufs. Nous ne consommions pas plus de 6, 8 ou 10 œufs par jour. Du coup, nous les donnions aux voisins. Et ce n'était pas du genre « je te donne ceci si tu me donnes cela ». C'était juste « tiens, prends des œufs ». Et parfois, de leur côté, s'ils avaient une vache, ils vous apportaient du lait. C'est comme ça que fonctionnent les programmes dans les pays du tiers-monde. On donne une chèvre à une famille, et ils ont non seulement du lait pour eux, mais ils en ont assez pour leurs voisins. Ça leur permet de faire du troc pour d'autres choses, et parfois même de démarrer une petite entreprise, comme une petite laiterie ou quelque chose d'autre. Cette éthique du travail a soulevé de la curiosité et des défis. Il fallait aller de l'avant et avoir un esprit créatif. Certes, la situation semble assez difficile, mais il n'en sera pas toujours ainsi. La Grande Dépression a été une dépression au sens physique et économique du terme. Mais sur le plan social, culturel et spirituel, elle a été une stimulation. Les difficultés, les conflits, les traumatismes et les tragédies sont les sources de nos plus grandes forces. Selon une pensée évolutionniste courante, nos tendances sociales fondamentales à coopérer, à faire confiance, à nous sacrifier et à donner sont le fruit de notre socialité collective face aux difficultés et aux menaces.
Ainsi, lorsque nous nous sommes retrouvés dans cette période historique de privation des ressources ou de menaces, cela s'est déclenché et les gens ont eu la sensation d'être dans une situation de routine. Pendant la Grande Dépression ou en temps de guerre ou de crise économique, les gens ressentent immédiatement ce besoin à se raccrocher les uns aux autres qui découle en grande partie des périodes de conflit. Aujourd'hui encore, nous sommes plus déconnectés que divisés. Si nous pouvions juste, le pouvoir vient de la connexion. Connectez-vous et vous recevrez de l'énergie. J'aime donc me connecter. J'ai 106 filleuls, dont le président. 106 que j'écoute, avec qui je prie et à qui je donne des instructions. Il faut qu'on redevienne des parents. Mon père et ma mère ne m'ont pas élevé. C'est toute la communauté qui m'a élevé. En ces temps-là, les gens s'entraidaient. Si une personne avait quelque chose que vous n'aviez pas, vous l'échangiez ou vous le donniez. Cela a vraiment fait ressortir le meilleur des gens. J'ai officiellement ouvert ma première salle de sport à Auckland en 1936. J'ai été le premier à faire travailler des femmes, des personnes âgées et des athlètes avec des haltères. On disait, ce Jack Lalanne est complètement cinglé. Il est fou. Il entraîne des femmes avec des haltères et des athlètes aussi. Ils vont devenir musclés et les vieux auront des crises cardiaques. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai vécu. C'était dur. Non seulement pour ouvrir ma première salle de sport, mais aussi pour traverser la Grande Dépression. Les gens n'avaient pas d'argent. Mais j'ai commencé comme ça. Je ne pensais qu'à aider les gens et non à la dépression. En 1929, alors que je venais de terminer mes études secondaires, j'ai trouvé un emploi de coursier chez Salomon Brothers & Hustler. J'ai été l'un des rares à avoir quitté Wall Street à temps, car le 1er septembre, je devais entrer à l'université. Je suis donc parti de Wall Street et j'en suis resté éloigné pendant 4 ans. Mon père était courtier et agent d'assurance. Il avait une petite entreprise avec très peu d'employés. Un jour, il est rentré à la maison. Nous nous sommes mis à table pour dîner. Il a dit « J'ai dû licencier quelqu'un et cela m'a terriblement bouleversé. » À ce moment-là, il a fondu en larmes. Je n'ai jamais vu mon père pleurer. À cette époque, les hommes ne pleuraient pas. On n'était pas censé montrer nos émotions ou quoi que ce soit d'autre. Toutes ces absurdités qui prévalaient. Mais je ne l'ai jamais oublié. Ça l'avait énormément bouleversé qu'il ait dû renvoyer cet homme parce qu'il n'arrivait plus à payer son salaire faute de revenus. Autrement, il n'aurait pas pu ramener assez d'argent à la maison pour nous nourrir. En novembre 1945, je revenais de la guerre et je portais l'uniforme de l'armée de l'air. Je suis rentré chez moi, j'ai vu ma mère et mon père. Nous roulions et soudain, je regarde dans le coin, je vois la banque et juste là, Monsieur X, j'ai dit, « Vous voulez bien vous arrêter une minute ?» J'avais 23 ans et j'étais en pleine forme. Je suis entré dans la banque et j'ai demandé, « Monsieur X, vous vous souvenez de moi ?» Il a répondu, « Non, qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé. » J'ai dit, « Juste ça. » Et je lui ai craché dessus. Quand il s'est levé, je l'ai frappé. C'était dingue. Un de ces moments complètement fous. J'ai regardé autour de moi et j'ai souri. Tout le monde était comme ça. Personne n'a bougé ni ne m'a arrêté. Il était à terre et je lui ai dit, « C'est ce que vous avez fait à ma mère et mon père. » C'était le jour le plus heureux de ma vie. Encore aujourd'hui. Il y avait une confiserie en bas de la rue. Elle était toujours animée et était tenue par un homme qui s'appelait Joe. C'était un très bel homme.
toujours souriant et bien habillé. Ce qu'il y avait de formidable avec Joe est que, à l'époque, le Daily News coûtait 2 cents et le dimanche 1 centime ou quelque chose comme ça. Vous pouviez venir le samedi, vous lisiez la rubrique Brooklyn, mais ne payiez le journal qu'une fois le dimanche arrivé. Joe vous laissait toujours lire la rubrique Brooklyn en supposant que vous payerez le reste du journal le dimanche. C'était l'homme le plus gentil du monde. Un jour, on s'est réveillé et le magasin était fermé. Que se passait-il? Joe s'était pendu. La même question revenait toujours. Pourquoi? Ça, je ne le sais pas. Peut-être n'arrivait-il plus à payer le loyer? Quoi qu'il en soit, c'est autant de choses qui sont arrivées à bien des gens à cette époque. Tout le monde avait une histoire. Chapitre 4. Par feu. À partir du moment où les États-Unis sont entrés dans l'ère de la révolution industrielle, au début du 19e siècle, le cycle économique a connu des fluctuations périodiques gigantesques que l'on appelait communément des dépressions. Une en 1930, une en 50, une en 70, en 90, et une autre un peu plus importante en 1921, bien qu'elle était assez brève. La Grande Dépression de 1930 n'avait donc rien d'inhabituel, si ce n'était qu'elle était de plus grande ampleur et a duré plus longtemps que les précédentes. On n'a jamais rien vu de comparable depuis. Ce fut une période épouvantable, pratiquement une décennie de perdu. Beaucoup de travailleurs au sommet de leur vie active ont perdu 10, 12, voire 15 ans d'expérience professionnelle à cause de ça. C'était un peu comme une intrigue policière. Nous avons tous nos polars préférés et la Grande Dépression, c'était genre « Qui a tué l'économie ?» Toute une génération de grands économistes a embrassé cette profession précisément parce qu'elle considérait que quelque chose clochait dans notre système économique et voulait comprendre à quel niveau se situait le problème. Et par ailleurs, essayer de trouver une solution pour que ce genre de choses ne se reproduise plus. La clé pour éviter toute nouvelle grande dépression est de concevoir notre système financier de manière à être à l'épreuve du feu, si l'on peut le dire ainsi. Autrefois, nous construisions nos villes entièrement en bois. Tout le monde s'y entassait et il s'y produisait des événements comme le grand incendie de Londres à la fin du XVIIe siècle qui a dévasté une grande partie de la ville. De nombreuses personnes ont perdu leurs biens et d'autres la vie. Il a fallu construire des villes un peu plus modernes avec différents types de structures, davantage de coupe-feu, de casernes et de camions de pompiers. C'est ce qui convenait aussi de faire avec notre système financier. Il n'existe pas de processus naturel de mise à jour de nos réglementations. Par le passé, c'est lorsque quelque chose tourne mal que nous nous rendons compte que la réglementation a pris du retard. En ces temps de crise, il est particulièrement important de songer à toutes ces dimensions. La plupart des débats de politique économique se concentrent sur la manière de réguler les marchés financiers, etc. C'est très important, mais il faut aller au-delà et se demander comment créer une société plus durable dans laquelle, en cas de crise, on dispose d'un meilleur filet de sécurité pour préserver la vie des gens. Pour bien fonctionner, il faut être sûr de certaines choses. Savoir à qui l'on fait confiance, qui nous aime, d'où viendra le prochain repas et ce que l'on fera en cas de pluie. Il faut être certain de tout ça pour pouvoir prendre des risques, évoluer et accomplir toutes ces choses qui nous procurent du plaisir. Car lorsque l'on chamboule tout ça, c'est terrible sur le plan physique et émotionnel. Dans le cadre d'une formidable étude, des équipes de chercheurs ont parcouru le pays et mené des entretiens approfondis pour tenter de découvrir toutes sortes de choses sur la façon dont la dépression a affecté les gens sur le plan psychologique. Il est régulièrement rapporté dans cette étude que, dans tous les cas, les chômeurs se sentent personnellement responsables, honteux, mortifiés, embarrassés, humiliés de se retrouver dans une telle situation. Aujourd'hui, avec le recul et d'un point de vue historique, on peut se dire que si ce chômeur avait regardé autour de lui, il aurait vu qu'il y avait 12 999 999 autres chômeurs
Et ce n'était pas dû au fait qu'il avait soudainement failli à sa tâche ou qu'il avait perdu sa fibre morale. Mais le réflexe de tout chômeur est de se blâmer lui et non le système pour sa situation. C'était un obstacle à une action politique collective, ce qui constituait un véritable frein à l'action politique collective. Franklin Roosevelt l'a à maintes reprises fait remarquer à son entourage au cours de la campagne présidentielle de 1932. Il a déclaré « C'est la pire crise que ce pays ait connue depuis la guerre de sécession. Pourquoi les gens ne sont-ils pas dans la rue? Pourquoi il n'y a pas d'émeutes? Pourquoi n'existe-t-il pas une réponse politique à cette situation ?» Contrairement à l'idée reçue selon laquelle la population est restée en grande partie passive au plus fort de la Grande Dépression, c'est tout l'inverse qui s'est produit. À Chicago, par exemple, parmi les Afro-Américains, il n'était pas rare, au cours de la première année complète de la dépression de 1930, de voir des centaines d'hommes noirs se rassembler au Washington Park, dans le South Side, pour discuter de leur situation et de ce qu'ils devaient faire pour y remédier. En août 1931, plus de 1000 personnes, voire 5000, ont marché sur une maison dont la veuve était sur le point d'être expulsée par la police et les huissiers du shérif. Et ces milliers de personnes ont empêché que son mobilier soit mis à la rue. Malheureusement, une bagarre a éclaté. La police a fait usage d'armes et a tué 3 des manifestants. Les Blancs se sont joints aux Noirs pour une grande marche dans South State Street. Plus de 30 000 personnes ont défilé devant le funérarium où reposaient les corps des 3 personnes décédées. Si l'on associe ces marches interraciales aux efforts déployés au milieu des années 1930 par les syndicats qui se regroupaient au sein des industries de production de masse, on obtient un mélange d'intérêts et le dépassement, temporaire du moins, des tensions raciales passées. Au cours des années 30, cette situation a en quelque sorte permis de poser les jalons du succès de Dr. King dans le Nord. Nous avons, dans un sens, créé des institutions parallèles, à la fois sociales, politiques, économiques et culturelles, qui ont donné aux plus jeunes d'entre nous le sentiment qu'ils pouvaient s'amuser et que, s'ils envisageaient sérieusement leur avenir, pourraient aller à l'école. Nous étions pauvres, mais pas indigents. Là est toute la différence. L'une est une condition dans laquelle vous vous trouvez, l'autre est une attitude qui consiste à penser qu'un jour les choses changeront et vous en bénéficierez, à condition de continuer à éviter les ennuis et d'acquérir les qualifications, éducation et autres, nécessaires au changement de votre statut. C'est ce que la plupart d'entre nous, de cette génération, avons fait à l'époque. Du berceau à la tombe, nous avons été confrontés à la ségrégation. Et cela ne se traduisait pas que par cette mise à l'écart. Cela impliquait aussi des restrictions d'accès à l'éducation, aux soins médicaux, à l'emploi et à toute forme d'épanouissement. Nous avons donc vécu dans l'ombre de la Grande Dépression. Durant cette période, la plupart des Noirs avaient des grands-parents qui étaient tenus en esclavage ou bien beaucoup d'anciens esclaves encore en vie. Ce sont donc les personnes les moins éduquées et les plus vulnérables qui ont été les plus durement touchées. Les gens qui essayent de refaire l'histoire oublient que Dieu n'a pas manqué un seul jour depuis la création du monde. Tout est lié. Chapitre 5, l'enfant au tambour. Une grande partie de l'art des années 30, qu'il s'agisse de littérature ou d'art visuel, repose sur la volonté de comprendre ce qui s'est passé pendant la Grande Dépression. Notamment au tout début, lorsque 25% des Américains étaient au chômage. Un chiffre énorme qui a eu un effet dévastateur sur la vie des gens. Les artistes ont réagi face à cette situation, y compris les artistes issus des années 1920, comme Ernest Hemingway, qui en est peut-être le meilleur exemple.
Hemingway écrivait sur les individus dans les années 1920 et sur les problèmes qu'ils rencontrent. Dans les années 1930, alors qu'il continue sur la même lancée, il écrit un roman sur la guerre civile espagnole, Pour qui sonne le glas, et En avoir ou pas, dans lequel le personnage principal conclut, après de terribles événements survenus tout le long du roman, qu'un homme seul n'a aucune chance. Le sens du collectif, le besoin de certaines personnes de pouvoir compter sur leurs semblables, sont autant de thèmes qui apparaissent dans cette littérature et même dans celle des gens comme Hemingway, qui est issu des années 20. C'est très évident dans la littérature de Steinbeck, qui est probablement l'écrivain le plus important, ou celui qui caractérise et, d'une certaine manière, caricature le mieux toute la culture des années 30. L'une des rares chansons de l'époque, du moins parmi les chansons de Broadway, qui aborde franchement la Grande Dépression, est « Brother, Can You Spare a Dime ?» Une chanson très puissante, écrite par Yip Harburg et Jay Gorney. Tous deux étaient des communistes patentés. Et je ne dis pas cela de manière désobligeante, c'est juste un fait. Ils étaient à Central Park, essayant de trouver un sujet de chanson, et ils sont tombés sur un homme qui avait de toute évidence fait des études à Harvard, une université prestigieuse, mais qui n'avait pas de chance. Il était en tenue de soirée, il s'est approché d'eux et les a surpris en leur demandant « Frère, tu n'aurais pas une pièce ?» Et ils se sont dit que ça ferait un bon titre. C'est comme ça que tout a commencé. C'est une excellente chanson à bien des égards. En effet, elle raconte l'histoire d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Vous savez que le gouvernement américain a vraiment contribué à salir la réputation des soldats. Les Dove Boys, qui ont combattu au cours de la Première Guerre mondiale et bien sûr, dans les années 1930, sous la présidence de Hoover, la fameuse Bonus Army, qui a traversé tout le pays et a installé ses tentes devant la Maison-Blanche, puis s'est fait brutalement chasser par l'armée. Vêtus de costumes kaki, comme nous étions beaux, plein de ce Yankee Doodledum, un demi-million de bottes marchant vers l'enfer, et j'étais l'enfant au tambour. J'aime ce passage. Dis, tu ne te souviens pas? Il m'appelait Al. Un détail intéressant, il m'appelait Al. C'était Al tout le temps. Dis, tu ne te souviens pas? Je suis ton pote. Frère, tu n'aurais pas une pièce? Une chanson très puissante, en effet, sur une mélodie juive d'Europe de l'Est en tonalité mineure. Bien entendu, Harburg a ensuite écrit un morceau plus aérien, d'évasion, Somewhere Over the Rainbow. Comme tous les grands auteurs-compositeurs, ils peuvent écrire toutes sortes de choses. Les gens ont continué à chanter cette chanson de façon très joyeuse. Mais en fait, les paroles sont sombrement très touchantes. Et le couplet dont personne ne se souvient est celui-ci. I bet you know it always has. I guess it always will. That's how I feel about someone. Somebody feels about me. We know we love each other, and that's the way it'll always be. Et puis ça continue avec si je suis avec mon chéri, si on se serre les coudes et qu'on a du cran, on y arrivera. C'est ce qui ressort de cette musique, bien plus que je ne l'avais imaginé. Je me rends compte que lors de mes spectacles, à mi-parcours, je disais à tout le monde « Vous savez, la dernière fois, c'est ça qui a permis à tout le monde de traverser la dépression. » Où habitez-vous? Nous avons déménagé. D'où?
près de la maison de ma tante. Voyez-vous, ma tante vivait un peu plus loin de chez nous. Elle est veuve. Son mari est mort et c'est ainsi qu'elle est devenue veuve. La bourse ne l'a pas tuée. Non, c'est un de ceux que la bourse n'a pas tué. Il est mort en septembre, avant le crash. Un homme très malade. Il a eu le diabète à 45 ans, ce qui n'est rien, parce que moi j'ai eu Chrysler à 110 ans. Eddie Cantor est devenu l'une des personnes qui ont vraiment changé nos vies. Il passait à la radio le dimanche soir à 20h. Et quand il passait à l'antenne, au plus fort de la dépression, les gens n'avaient plus d'emploi. Il n'y avait plus rien à manger sur la table. Il chantait « Les pommes de terre sont moins chères, les tomates sont moins chères, c'est le moment de tomber amoureux ». Il encourageait les gens à tomber amoureux. Ce qui était très bien. Mais lui a lui-même traversé une période très difficile. Il a perdu sa maison et son argent. On a mis les meubles de sa maison à la rue et il est quand même passé à la radio pour encourager les gens. Pendant les quelques minutes où nous pouvions voir ces hommes en action, nous étions tous remplis d'espoir. Sapristi, ça me rappelle quelque chose dont j'ai oublié de me souvenir. La prochaine fois que vous devrez offrir un cadeau à des mariés, faites en sorte que ce soit une lampe à pétrole Aladdin. Ils pourront ainsi se faire la cour dans le noir avant de se marier. Au bout d'un moment, ils en auront marre et voudront un peu de lumière. J'ai reçu une lettre d'un gars qui m'a dit qu'il s'était brouillé avec sa copine et il m'a écrit qu'il voulait que je chante « I only want a buddy, not a sweetheart ». Je le ferai, mais je parie $1 qu'il changera d'avis. Qu'est-ce que la romance, si ce n'est prendre un risque? Jouer avec. Ceci est un bon exemple de tout premier broadcasting qu'on appelait émission syndiquée. C'était des transcriptions de 16 pouces, de 15 minutes par face. Elles étaient gravées par la personne qui les publiait pour les sponsors. Elles étaient envoyées à toutes les stations de radio qui s'étaient abonnées et qui souhaitaient diffuser ces émissions. Il était évident que ces émissions s'adressaient à une population rurale qui souhaitait acheter des lampes, car elle n'avait pas d'électricité à l'époque. Voici l'extrait d'un spectacle au Coconut Grove Orchestra, ici à Los Angeles. C'était assurément la boîte de nuit la plus en vue de la côte ouest, voire l'une des plus réputées du monde. Voici, pour ainsi dire, ce que la grande majorité écoutait. Cette musique enchanteresse a fait vibrer votre star préférée et a guidé ses pieds dansants dans une fantaisie gaie. Quand à la campagne, certaines personnes devaient s'éclairer à la lampe, ici à Los Angeles et dans d'autres métropoles, même au plus fort de la dépression, les gens continuaient à s'amuser. Ce n'était pas comme si c'était tout le monde qui était démuni ou quoi que ce soit de ce genre. Certaines personnes ont été plus touchées que d'autres. À l'époque, mon oncle était auteur-compositeur. Il s'appelait Stanley Demerel. Au plus fort de la dépression de 1930 en Angleterre, il a composé des chansons qui permettaient de s'évader complètement. Encore aujourd'hui, on chante quelques-unes d'entre elles comme « Lady of Spain »,« I Adore You » et « Let's All Sing Like the Birdies Sing ». Un jour, il m'a expliqué pourquoi il avait écrit ces chansons. Il m'a dit « Mon partenaire et moi ne pouvions pas rivaliser avec ces chansons d'amour américaines dont l'action semblait toujours se dérouler sur un canapé à l'intérieur. Alors nous avons décidé qu'il fallait faire des chansons sur le monde extérieur, comme Lady of Spain. Mon oncle m'a raconté que les choses allaient si mal que certaines de ses collègues auteurs-compositeurs, écoutaient très attentivement, étaient obligés de mettre en gage leurs sous-vêtements. Ce qui n'était pas rien, car on ne peut pas descendre plus bas. Chapitre 6. Château en ruine d'une époque révolue.
Sur les cimes escarpées surplombant le col de Borgo se dressent les ruines des châteaux d'une époque révolue. À cette époque, Hollywood n'était qu'une petite ville de campagne. Et c'était merveilleux. J'adorais ça. On continuait à tourner des films car les gens avaient besoin de se distraire, de penser à autre chose qu'à la tragédie qu'ils vivent chaque jour jusqu'à ce qu'ils retrouvent de l'emploi. On payait 6 cents pour les enfants et 11 cents pour les adultes. Il y avait une taxe d'1 penny. Je me souviens que nous nous tenions devant le cinéma et lorsqu'un adulte entrait avec ses 15 cents et qu'on lui rendait 4 pennies, nous disions « Est-ce que je peux avoir un de vos pennies, monsieur, pour aller voir le film ?» La plupart vous le donnaient. D'autres fois, un grand sportif vous donnait 4 cents et là, vous aviez largement de quoi rentrer voir le film. Bien entendu, une fois à l'intérieur, on ouvrait la porte du fond et on laissait entrer 2 ou 3 de vos amis. C'était toujours un peu la cohue, parce que quand on ouvrait la porte, la lumière de l'extérieur, car généralement c'était en matinée, entrait et les placeurs se précipitaient pour trouver les enfants qui venaient d'entrer. Il y avait les attractions à venir que nous avons toujours. C'est tout ce qu'il nous reste de la façon dont les gens allaient au cinéma. Mais à l'époque, ils voyaient des courts-métrages, comme des comédies avec Laurel et Hardy. Ils pouvaient voir un chapitre de série, un western qui se poursuivait la semaine suivante. Ils pouvaient voir un film d'actualité, un dessin animé. Il y avait des carnets de voyage. Il y avait toutes sortes de sujets. Les gens étaient habitués à ça, à voir toute une série de courts-métrages différents. Puis le grand tableau, un long-métrage. Dans les années 30, les films allaient de l'extrême pauvreté à l'extrême pauvreté. Certains réalisaient des westerns pour 900 $. Il y avait de grands films comme « Autant en emporte le vent » qui coûtaient plusieurs millions. Les studios tournaient 40, 50, 60 films par an. Une star pouvait faire 2, 3 ou 4 films par an. Les réalisateurs étaient les mêmes. Aujourd'hui, un cinéaste peut faire un film tous les 2 ou 3 ans, alors que John Ford, en 1939 et 1940, a réalisé 6 grands classiques qui sont considérés aujourd'hui comme tels. Young Mr. Lincoln, The Mohawk, Grapes of Wrath, How Green Was My Valley, Stagecoach. Tout ça en un laps de temps. Et bien sûr, les comédies musicales aussi. Les Chercheurs d'or de 1932 et 1933. Ces filles sortaient et avaient toutes des cheveux blonds ainsi que des numéros de danse de Busby Berkeley. Très glamour. Nous avons tous grandi dans ce monde imaginaire. Les films étaient importants. J'ai vu Things to Come. C'est un film de H.G. Wells. Il est sorti en 1936. Quand j'ai vu ce film, je suis sorti de là en titubant et je me suis dit « L'avenir m'appartiendra. Je vais créer l'avenir. » Oh Dieu, n'y aura-t-il jamais d'âge pour le bonheur? N'y aura-t-il jamais de repos? Le repos est suffisant pour l'homme individuel. Trop et trop tôt. Et nous l'appelons la mort. Mais pour l'homme, il n'y a pas de repos ni fin. Il doit continuer, conquête après conquête. Pauvre humanité si fragile, si faible, petite bête. Petite bête. Si nous ne sommes que des animaux, nous devons arracher chaque petite parcelle de bonheur et vivre, souffrir et passer. C'est ça ou ça. Tout l'univers ou le néant. Qu'est-ce qui se passera? L'une des choses qui ont été mal expliquées par le passé à propos des films des années 30, c'est qu'ils permettaient de s'évader. Fred Astaire, les comédies musicales, W.C. Field, Bob Hope et les Marx Brothers sont autant de divertissements qui permettaient de s'évader. De quoi parle l'émission? Tout est question de la dépression. Nous n'aurons pas à répéter. Il existe sans doute de nombreux films qui traitaient les réalités de la Grande Dépression. Mais ce ne sont pas eux qui ont été remis au goût du jour.
car certains assez sinistres. Le Magicien d'Oz, le livre et surtout le film traitaient également de la politique monétaire, de la déflation, du manque d'argent. Le nom Oz est l'abréviation d'once. Il y a la route de briques jaunes, la question de l'or qui était si importante à cette époque. La partie très sombre du début, la partie en noir et blanc. Concernant le politique monétaire, les gens savaient qu'il n'y avait pas assez d'argent et que c'était comparable à la météo. Ils ne pouvaient rien y faire. C'était comme une tempête qui s'annonçait. Et ils n'avaient qu'à faire face à la tempête. Le personnage de Dorothy trouve sa propre voie. Dans cette situation désastreuse, elle parvient par chance à tuer au moins une sorcière, puis une autre, grâce à son intelligence. Et elle parvient à apprivoiser le magicien, apprivoiser l'argent. C'était une sorte de fantaisie. Tout le monde considère les années 1930 comme l'âge d'or du cinéma. Mais n'oubliez pas que les grands cinéastes des années 30 ont appris leur métier des films muets, l'art de la narration visuelle. Je me souviens que mon mentor, Alfred Hitchcock, disait qu'avec l'événement du son, nous avions perdu l'art de l'image en mouvement. Avec l'arrivée du cinéma parlant, le réalisme s'est imposé. Les films muets étaient presque oniriques dans la façon dont ils présentaient leurs histoires. Le son a apporté du réalisme au film. Cela s'est traduit par des films de gangsters et de drames en coulisses. On voyait aussi plus d'histoires sur les gens de la classe ouvrière, ainsi que des évasions fantastiques avec des gens riches en danger. Les gens s'attendaient à ce que leur séance de cinéma soit accompagnée d'un dessin animé. On pouvait se passer du journal télévisé ou des films à 2 bobines, mais il fallait un dessin animé. Il existe même une chanson des années 1930 intitulée « What? No, no Mickey Mouse? What kind of program is this? » Cette chanson était très populaire car il s'agissait d'un théâtre. Le théâtre ne montrait pas de dessin animé. Disney est quitté d'un style appelé tuyau en caoutchouc foufou à une narration plus réaliste. Et tous les autres studios l'ont suivi. Mais au début des années 30, au plus fort de la dépression, ces dessins animés étaient particulièrement psychédéliques, c'était époustouflant. Il n'y avait aucun réalisme. Ces gars inventaient les histoires au fur et à mesure qu'ils avançaient. La narration, même dans un court dessin animé, n'était pas aussi complexe qu'elle le deviendrait 10 ans plus tard avec Bugs Bunny et Daffy Duck. Au début des années 30, ils commençaient l'histoire à un endroit, allaient à l'extérieur, puis soudainement ils allaient ailleurs. Ils venaient avec des histoires et se mettaient à dessiner librement, sans courant de conscience. C'est comme ça que ça fonctionnait. J'ai eu mon tout premier bulletin de salaire à Walt Disney Studios. J'ai passé 3 ans et demi sur Bambi. C'était idéal. Je n'ai pas reçu une grande rémunération, mais j'ai adoré faire ce travail. Chapitre 7. L'art public. Pour en revenir à la WPA, je me souviens de S. MacDonald, Stanton MacDonald White, le directeur. J'ai apporté ma peinture et je lui ai montré. On nous payait 96 $ par mois. Nous devions soumettre 2 peintures à l'huile et 2 aquarelles ou 4 lithographies. C'était comme passer par la WPA. C'est une bonne chose. Cela a sauvé beaucoup d'artistes de la faim. Les doigts délicats des artistes n'étaient pas du tout adaptés au travail manuel.
Et en trouvant un travail approprié pour les musiciens et autres artistes, la WPA a grandement contribué à la culture américaine. Les peintres, eux aussi, ont permis à faire du programme d'œuvres un succès réel et durable. Ces reproductions de la scène américaine d'aujourd'hui en feront l'une des périodes les plus fertiles de l'art de notre pays. Une partie de ces travaux se faisait sur la toile, mais une autre était représentée sur les murs de nos bibliothèques scolaires et autres bâtiments publics sous forme de peinture murale. L'idée du gouvernement de faire travailler des personnes créatives pour réaliser un bien public a été pilotée ici, à la Coit Tower de San Francisco. C'est ce programme pilote qui a permis de recourir à des artistes grâce à la WPA, Works Progress Administration. Les 26 artistes qui se sont impliqués et ont été chargés de créer ces peintures murales ici à la Coit Tower étaient vraiment les pionniers. Ce fut en quelque sorte une expérience réussie. Elle a permis à l'art public de se répandre dans tout le pays. Il s'agit d'une école d'art appelée réalisme social dont la plupart des œuvres sont représentées sur ces peintures murales. Le réalisme social consiste à capturer la vie quotidienne et à raconter l'histoire du citoyen moyen par opposition à ce que les actualités et les médias mettent en avant, à l'époque et encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire des grands hommes. Les capitaines d'industrie. Et il est possible de créer une communauté lorsqu'il s'agit d'art public. C'est certainement la philosophie qui a présidé à la réalisation de nombreuses peintures murales commandées par la Commission des Arts au fil des ans, ici, à San Francisco. Nous sommes à la Lucy Flower High School et voici le foyer de l'école. Cette peinture murale a été réalisée entre 1938 et 1940 par Edward Millman. C'était un artiste, membre de la WPA. Il voulait créer une fresque sur des femmes américaines exceptionnelles. Parallèlement, il étudiait beaucoup le mouvement muraliste mexicain. Avant de créer cette œuvre, il s'était rendu au Mexique et s'est formé aux côtés de Diego Rivera en 1934. En élaborant l'agenda pour peindre cette fresque, il a voulu promouvoir ce réalisme social dans ce temple que vous voyez ici. Il lui a fallu 2 ans pour réaliser cette image. 1 an plus tard, le Conseil de l'éducation l'a jugée misérable et déprimante. Ils l'ont blanchie à la chaux 1 an plus tard. Cette image est probablement la plus controversée de la ville de Chicago parce qu'elle était très lourde de sens. Il abordait tellement de vérités fondamentales par rapport à ce qui se passait à l'époque. Ce qu'il faut retenir, c'est que les artistes importants sont comme un baromètre de ce qu'il se passe. Ils enregistrent ce qu'il se passe, ils racontent ces histoires de manière créative et imaginative. Et lorsque ce type de créativité philosophique et intellectuelle est occulté, c'est quelque chose de vraiment difficile à accepter. Lorsque l'on entrait dans cette pièce, elle était donc complètement blanche en 1996. Nous avons donc procédé à des essais successifs pour essayer de trouver le moyen de dévoiler cette image puissante. C'était une période assez magique pour nous. C'était en 1997. Il nous a fallu environ 9 mois pour parcourir toute la pièce, puis nous avons organisé une cérémonie de dévoilement. Il s'agissait de dévoiler l'histoire qu'elle renfermait. Alors oui, cette pièce était très précieuse pour nous, et c'est toujours le cas. L'un des principaux thèmes qui se dégagent de l'art et de la culture des années 30 est celui de Hemingway, finit par aboutir, à savoir que l'individu seul n'a aucune chance de s'en sortir. Autrement dit, les gens ont besoin des autres. L'individu peut certes être brisé, mais il peut aussi devenir plus fort. Une grande partie de l'art de l'époque évolue vers un sens de la nécessité publique de l'empathie, de l'attention, de la fraternité, de l'action collective, qu'il s'agisse de grève ou de la mise en place d'un système de sécurité sociale.
En même temps, un tout autre ensemble politique s'y oppose fortement. Les années 30 deviennent donc une période très polarisée sur le plan politique, entre ces notions collectivistes et d'individualistes encore très présentes dans le pays. Chapitre 8. La bonne affaire. Vous et vous et vous et vous et vous avez un président maintenant. Il a donné à la Terre un nouveau marché. Vous avez les cartes en main. À vous de jouer. Vous et vous et vous mettez l'épaule à la roue. Il nous a donné ce que nous avons demandé. Maintenant, remboursez-le d'une manière ou d'une autre. Prenez les devants, reculez devant le président et donnez du travail à un homme. L'exploit de Franklin Roosevelt est d'autant plus remarquable qu'il a dû non seulement inventer les outils nécessaires pour lutter contre la dépression, mais aussi convaincre les gens qu'il était légitime de faire quoi que ce soit. Or, beaucoup de gens étaient très sceptiques quant à la nécessité de faire autre chose que de laisser la situation se dégrader et finir par s'arranger d'elle-même. L'administration Roosevelt avait engagé une femme, Lorena Hickok, pour parcourir le pays et rediriger des rapports sur la manière dont les gens géraient les difficultés économiques. Et vous savez, ce qu'elle en est venue à constater, en particulier dans la Farm Belt et dans d'autres régions du pays, sentiment de désespoir prédominant. Les gens devenaient apathiques. Et dans une certaine mesure, le New Deal a joué un grand moment pour faire comprendre aux gens que nous n'allions pas laisser les choses continuer comme elles l'ont fait. Nous allions essayer d'améliorer la situation. Cela a touché de nombreuses personnes. Je me rappelle que toute la famille était assise près de la radio pour écouter une causerie au coin du feu avec Roosevelt. Pour réaffirmer ma conviction que la seule chose que nous devons craindre, c'est la peur de soi. Docteur. Voilà votre docteur. Monsieur le Président, qu'est-ce qui pourrait guérir de la dépression? La confiance peut arriver à bout de cette vieille dépression. La confiance, c'est notre salut. Prêchez-la, vantez-la, criez-la. La confiance, ayez confiance. Je pense que nous gagnerons, non pas grâce à notre gouvernement, ni même grâce à nos dirigeants, mais parce qu'en tant que peuple, nous avons eu une vision, nous avons travaillé pour elle et nous l'avons menée à bien. Je vous remercie. Le président des États-Unis, inspiré par sa femme, Eleanor, que dis-je, dirigé par Eleanor, avait tendance à vouloir donner à la communauté des opportunités plus grandes que celles dont il jouissait. Je m'engage en faveur d'une nouvelle donne pour le peuple américain.
Cela a ouvert des possibilités de réflexion sur la question de savoir si, à partir du New Deal, nous pouvions envisager un véritable accord. Certains estiment que c'est grâce au FEDER que nous avons pu éviter une révolution dans le pays, car il fournissait du travail avec la WPA et tous ses différents projets. Si cela n'avait pas été le cas, certains prétendaient que nous aurions connu une révolution sanglante. Il y avait donc beaucoup d'agitation sociale à l'époque. Ce n'était pas nécessairement le cas en Europe, mais beaucoup de gens étaient au chômage. Ils avaient faim. Ils se sont tournés vers le fascisme ou le communisme, qui leur ont donné une chance, une opportunité peut-être de gravir les échelons. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans notre système. Peut-être que nous devrions faire cela. Tout jeune déjà, vous étiez confronté à ça. Je me rappelle de disputes entre mon père et d'autres personnes sur des sujets politiques de ce genre. Il ne s'agissait pas tant de la politique de Washington que de ce que la situation devait être. Nous devrions suivre la voie européenne. En d'autres termes, soit le fascisme, soit le communisme. Parce que c'était la meilleure façon de faire les choses. Le New Deal, malgré toutes ses conséquences historiques, n'a pas réussi à mettre fin à la Grande Dépression. Mais il a contribué à accomplir autre chose, et je pense que cela fait partie d'un calcul politique visionnaire de très haut niveau que Roosevelt avait en tête. Il a profité de cette crise persistante pour mettre en place un ensemble de réformes majeures visant à réorganiser l'ensemble du paysage social et économique, ce qui a permis à stabiliser l'économie une fois qu'elle s'est redressée avec la Seconde Guerre mondiale et a fourni le treillis ou l'échafaudage sur lequel l'économie américaine et même l'économie internationale ont connu une croissance folle pendant un demi-siècle après la Seconde Guerre mondiale. Il y aura toujours des périodes d'expansion et de récession. Cela n'est souhaitable pour personne. On en paniquera même dans une certaine mesure, mais on ne veut non plus qu'elle se transforme en Grande Dépression. C'est-à-dire que la production chute fortement sans pouvoir remonter et qu'on ait du mal à nous en remettre. Vous perdriez une décennie. Et nous savons, grâce à l'expérience japonaise récente, que cela peut se produire même aujourd'hui dans des pays relativement riches. Je ne pense donc pas qu'il faille présumer que nous sommes sortis des dépressions. Nous avons peut-être appris des choses sur la façon de les éviter, mais c'est un sujet qui demeure d'actualité. C'était une crise, un effondrement. Chapitre 9. Génération perdue. Nous craignons que tout le secteur financier, les banques et les sociétés de sécurité ne s'effondrent. La décennie perdue est une période de croissance extrêmement faible pour l'économie japonaise. Les affaires n'allaient pas très bien dans l'ensemble. La norme voulait que, une fois diplômé de l'université, on intégrait une grande entreprise qui vous emploierait à vie. Vous étiez donc sur la bonne voie. Et vous pouvez planifier votre vie à 22 ans. Telle était la vision habituelle. En raison du système d'emploi à vie, les entreprises japonaises ne peuvent pas licencier les travailleurs de base. C'est pourquoi, pendant la décennie perdue des années 90, nombreuses d'entre elles ont gardé leurs employés de base de sorte à les maintenir dans le système, mais ont cessé d'embaucher. Les premiers touchés n'étaient pas les employés, mais les étudiants fraîchement sortis de l'université qui n'arrivaient pas à trouver ce fameux emploi à vie. Nous sommes à l'origine de cette génération perdue. L'appartenance à une organisation communautaire, qu'il s'agisse d'une famille, d'une entreprise ou d'une école, est extrêmement importante. Les entreprises japonaises ont d'ailleurs fait quelque chose de très important. Elles sont en grande partie responsables du maintien de la sécurité sociale ou de l'importance de la société par rapport au gouvernement. Mais la génération perdue n'a pas eu la chance d'appartenir à ce type de société. J'ai 35 ans. Il y a 20 ans, lorsque j'étais lycéen, rien ne laissait présager un déclin économique au Japon. Notre manuel d'économie, par exemple, faisait état d'une croissance économique continue pour les années à venir.
Nous nous attendions donc à poursuivre dans cette voie. Mais en réalité, après l'obtention de notre diplôme, cette stabilité n'était plus qu'un lointain souvenir. Une société stable et développée ou une croissance saine et stable, nous devons reconstruire ce type de communauté. C'est un véritable défi que nous devons relever et la solution ne consiste pas à revenir à n'importe quel ancien système. Nous devons repenser les concepts de société et d'emploi ou de travail. Tel est notre défi et nous avons besoin de faire preuve de créativité. Pour éviter ce qui s'est passé au Japon et une nouvelle décennie de perdus aux États-Unis, ce qui à ce stade est probablement inévitable, nous devons vraiment continuer d'injecter massivement des stimulants économiques. La question est, d'où cela va-t-il venir? L'économie repose sur 4 domaines fondamentaux qui sont les moteurs de la croissance économique. Aux États-Unis, environ 70% de la croissance économique vient des consommateurs. Or, les consommateurs voient la valeur de leur maison et de leur portefeuille d'actions diminuer et un consommateur sur 10 est pratiquement au chômage. Ce n'est donc pas là que nous verrons une forte croissance de la demande à court ou moyen terme. Tant que le marché de l'emploi ne sera pas rétabli, la consommation ne pourra pas stimuler l'économie et la reprise ne sera jamais au rendez-vous. Et étant donné qu'elle représente 70% de notre économie, nous devons compenser ce gros morceau par d'autres moyens. Les 3 autres sources sont les investissements des entreprises, la croissance des exportations et les dépenses publiques. Les entreprises n'investiront pas tant qu'elles ne verront pas de consommateurs. C'est donc un peu le problème de la poule et de l'œuf qui se pose ici. Les exportations sont en légère hausse, mais elles ne représentent qu'une part relativement faible de l'économie, et il n'est donc pas possible que cette faible part puisse relancer l'ensemble de l'économie américaine. Enfin, la dernière solution qui s'offre à nous est de faire appel aux dépenses publiques pour créer une demande économique. C'est exactement ce que nous avons fait pendant la Grande Dépression. C'est quelque chose à laquelle nous n'avons pas eu besoin de faire recours aujourd'hui ou depuis cette dépression. Chapitre 10. Avancer par à-coups. Je pense que nous avançons par à-coups. Nous avons adopté un ensemble de règles, un vocabulaire et une norme de vérité qui nous servent bien, comme c'est certainement le cas dans le domaine de la science. Ça nous est bénéfique jusqu'au moment où, tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. Tout s'effondre. Dès lors, on ne sait plus comment faire pour y remédier petit à petit. On doit simplement attendre l'iceberg. Puis il se passe quelque chose de merveilleux et on se demande ce que nous essayons vraiment de faire. À quoi ressemble vraiment notre monde? L'une de nos ressources nationales les plus importantes est notre créativité. À condition de pouvoir véritablement la déployer, les solutions à nos problèmes économiques, à bien des égards, ne viendront peut-être pas du Congrès ou de la Chambre des représentants, ni des grandes entreprises ou de la Réserve fédérale, mais plutôt de quelques conseils échangés dans le garage d'un citoyen lambda. Au sujet par exemple du développement durable ou des monnaies alternatives, beaucoup de choses qui peuvent constituer des innovations importantes se passent sur le terrain. Je pense que c'est une caractéristique innée des Américains que d'avoir tendance à bricoler et à innover lorsqu'ils ne sont pas satisfaits des systèmes existants ou obsolètes. Par le passé, de nombreuses entreprises solides ont été créées lors d'un ralentissement de l'économie, pendant la Grande Dépression ou d'autres récessions que nous avons connues. Étant un banquier d'affaires qui travaillait 90 heures par semaine, je n'aurais jamais eu le temps de me lancer dans une telle entreprise. Une fois que j'ai été licencié, l'emploi du temps s'est libéré. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Tous les emplois semblent si difficiles à obtenir aujourd'hui que les gens se lancent davantage dans ce qui les passionne plutôt que de se dire « Tiens, il y a de l'argent ici ». On assiste à un certain nombre de changements de paradigme, plus encore qu'auparavant, en ce qui concerne les valeurs. Et j'espère que cela perdurera, afin qu'il y ait plus d'écart entre les périodes d'expansion et de ralentissement. Nous verrons bien. Les gens ont tendance à avoir la mémoire courte, surtout lorsque les temps commencent à s'améliorer.
Bienvenue à New York, la capitale financière du monde et à Wall Street, le cœur du capitalisme américain. J'ai été vice-président de la Deutsche Bank. J'y ai contribué à la gestion d'une activité de trading d'1 milliard de dollars. La crise déplace beaucoup de gens. J'ai perdu mon emploi. C'est Adam Smith, la main invisible qui me frappe et me place dans un autre secteur de l'économie. Mais en ce qui me concerne, je suis très heureux de ce que je fais aujourd'hui. Faire visiter Wall Street aux gens, leur raconter mon histoire, j'aime enseigner. J'inspire certaines personnes qui disent « Hey, voilà un gars qui fait de la limonade avec les citrons qu'il a reçus. » Pour d'autres, par contre, c'est « Voilà un trader qui a été rétrogradé au rang de guide touristique. » Comme quoi, il y a deux façons différentes de voir les choses. Il y a 2 ans, j'étais totalement absorbé par l'industrie financière, que j'aimais et adorais, et pratiquais depuis la fin de mes études. Petit à petit, j'ai commencé à voir toutes ces énormes explosions qui se produisaient sur les marchés financiers. C'est alors que j'ai reçu ma lettre de licenciement et que je me suis fait licencier. Parfois, je me souviens de ma mère qui disait que c'est grâce à la ferme que ses parents ont survécu à la Grande Dépression. Par contre, ils ont dû faire des choses folles, comme vendre de l'alcool de contrebande. Ils ont aussi hébergé des gens qui venaient d'Europe et qui avaient besoin d'un logement supplémentaire. Mais je réfléchissais toujours à différentes façons d'être plus maligne, de gagner de l'argent et d'économiser leur argent. J'ai travaillé très dur dans la finance, mais aujourd'hui, je travaille beaucoup plus dur que je ne l'ai jamais fait dans la finance. Pour rien au final. J'espérais des choses en retour, mais aujourd'hui, c'est de nouveau l'intelligence et la créativité qui prédominent. Aujourd'hui, on assiste à une émergence de jeunes entrepreneurs avec des entreprises socialement conscientes. Actuellement, nous sommes en plein échange pour savoir comment mener le travail à bien et faire un défilé de mode sans capital. Cette personne a besoin de cette exposition et moi, j'ai besoin de ça. Nous cherchons un moyen de faire en sorte que ça arrive. Alors effectivement, c'est une période intéressante. C'est aussi quelque chose de formidable dont on peut faire partie. Épilogue. Feng, mon mari, était tellement radin qu'une fois, il nous a emmenés, les enfants et moi, prendre un café et manger des beignets. Les enfants ont adoré, car ils n'avaient jamais donné leur sang auparavant. Sacrée blague. Rétrospectivement, cela peut sembler être une bonne chose qui s'est produite et qui était nécessaire pour nous remettre sur la bonne voie. Car après tout, chacun d'entre nous fait partie de l'évolution humaine. Et nous emportons avec nous la technologie. Et nous avançons à toute vitesse dans l'univers. L'expérience que vous avez eue en traversant ces périodes vous soutient. Elle vous rend plus fort après avoir été mis à l'épreuve dans un creuset de feu. La dépression a abattu les gens. Il est donc quelque peu merveilleux et émouvant de se dire « Regardez comment ces gens se sont relevés et ont réussi à faire quelque chose de leur vie. » Mais il y a aussi cette autre moitié de la population qui n'a pas réussi à le faire. Ils ont été tellement abattus par la dépression que cela a affecté leur état d'esprit, leur entourage, leur famille, durant des années et des années. À moins que vous n'ayez le courage de continuer, ces premiers jours de la dépression ont façonné beaucoup de gens. Ils leur ont donné le courage et la force de devenir quelqu'un. Je ne dirais pas que cela nous a rendus plus forts. Je dirais plutôt qu'elle nous a rendus libres. Elle nous a rendus plus confiants lorsque tout semblait fini et dans notre capacité à survivre. Ça, c'est vrai. Mais elle n'a pas rendu nos croyances plus fortes. Elle les a plutôt détruites. Elle n'a pas renforcé nos systèmes familiaux. Elle les a plutôt fragilisés. Encore moins notre système économique ou politique, qu'elle a tout aussi détruit. Je ne pense pas que tout cela nous ait rendus plus forts. Je pense que ce qu'il a fait, c'est nous forcer à penser librement et à nouveau à nos vies, à la manière dont nous jugeons désormais la vérité, dont nous communiquerons les uns avec les autres, à la confiance et à l'absence de confiance. Maintenant, c'est généralement accompagné de nausées. Nous sommes si souvent sauvés malgré nous.
Arnold Toynbee, un grand historien, qui n'avait rien d'un homme mystique, mais était quelqu'un de très pragmatique, a dit que l'étude qu'il a menée tout au long de sa vie lui avait permis d'acquérir une connaissance approfondie sur l'histoire de l'humanité. Cela l'a conduit à la conclusion que chaque fois que la flaque des affaires humaines était sur le point de se figer complètement, le doigt de Dieu descendait et la remuait. Je me suis dit, c'est parfois comme ça. L'une des beautés de cette période est que, bien que nous n'ayons pas d'argent, sauf pour les 5 ou 6% de la population qui se jetaient par la fenêtre ou se suicidaient parce qu'ils ne pouvaient pas le supporter, nous avions des moyens de le supporter. Et cela, encore une fois, est un facteur qui fait partie de la vie et du rêve américain. Nous pouvons le supporter parce que les choses vont s'améliorer. Quand le monde s'effondre.